Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Let's Talk Reboot Conseil. Donc c'est d'une longue lignée de Let's Talk qu'on organise de webinars autour de sujets divers, autour de notre métier du conseil, bien sûr, mais autour aussi de tous les autres métiers qui sont autour, que ce soit dans l'IT, dans le design, dans l'UX, et bientôt, j'espère, dans d'autres sujets qui n'ont rien à voir, mais des sujets tout autant passionnants. Et donc aujourd'hui, bah, le sujet, la question qu'on a en face de nous, l'agilité rime-t-elle avec flexibilité? L'agilité, souvent, on se réfère à l'agilité avec un grand A. Euh, Ensuite, euh, ce mot-clé-là, souvent, est compris de manière très diverse et variée par différentes composantes de notre organisation, de notre équipe. Je parle au sens large. Du coup, là, est-ce qu'on peut passer sur la slide? Oui. Et donc, l'agilité, cette fameuse méthodologie dont on a tous entendu parler, qu'on aspire tous à appliquer plus ou moins, souvent est comprise comme étant agile, flexible. Donc l'agilité serait de la flexibilité. On nous demande souvent, on demande aux équipes, on demande aux projets, on demande aux organisations d'être agiles. En réalité, en leur demandant d'être flexibles. Du coup, et c'est souvent vu avec une frustration, c'est un peu l'idée de se dire, ok, je vais essayer de répondre à cette question épineuse. Est-ce que finalement, quand on nous demande d'être agile, est-ce qu'en réalité on nous demande d'être vraiment agile ou est-ce qu'on demande vraiment d'être flexible? Et est-ce que cette agilité, la méthodo, est-ce qu'elle rime avec la flexibilité? Pour essayer de répondre à cette question existentielle, ma foi, je vous propose une présentation, en tout cas, en 4 actes. D'abord, c'est un bon prétexte pour revenir aux sources. Si on veut savoir si l'agilité s'apparente à quelque chose qui n'est pas l'agilité, qu'est-ce que l'agilité? Quelle est la genèse de l'agilité? Le retour aux sources. Ensuite, une manière assez technique, on va dire, mais qui est clairement à la portée de tout le monde, qui est une bonne manière de voir les problématiques. Quelle c'est la stratégie? Quelles sont les intentions? Et quelle est la tactique? Quelle est la mise en œuvre? Et du coup, on parlera de ça par rapport au principe et de l'agilité au sens large. Et ensuite, on va parler du cœur de l'agilité, s'adapter et s'améliorer. C'est un peu le cœur de ce qu'on veut faire en appliquant l'agilité, en s'inspirant des principes et de l'état d'esprit. Et ensuite, on va parler de s'approprier la méthodo. Qu'est-ce que c'est s'approprier la méthodo? C'est une fois qu'on a compris, une fois qu'on a pratiqué, une fois qu'on est prêt, que faire après? Quelle est la next step? Et vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, le retour aux sources. L'agilité, ça vient d'où? Quelle est la genèse? En fait, ça commence par un week-end au ski. Oh oui, en ce beau mois de février. En fait, il y a eu un week-end au ski du 11 au 13 février 2001 aux États-Unis, à Utah. Et en fait, c'était un peu une conclusion de plusieurs mois, plusieurs limites années d'échanges asynchrones entre un panel qui constituait de personnes qui écrivaient déjà l'histoire de notre métier, de l'informatique, des projets au sens large, et qui ont continué depuis. Il y a par exemple Alistair Cockburn qui a théorisé les use cases, Crystal Clear, qui est un peu à l'origine de l'architecture hexagonale, rien que ça. Il y avait Kent Beckett, qui est un peu à l'origine de l'extreme programming, qui sont maintenant des concepts absolus, partagés par tout le monde limite. En fait, à la genèse de ces concepts-là, il y avait ces gens-là. Il y avait Martin Fowler, par exemple, aussi, le fameux, avec son célèbre blog, avec les design patterns, avec ces articles qui sont intemporels et que tout le monde s'y réfère, auxquels tout le monde s'y réfère, pardon. Et donc, ce week-end-là, c'était un peu le point final pour un peu cristalliser toute cette réflexion, cette discussion. Ces gens-là qui sont très opinionated, qui ont des avis très tranchés sur les questions, ces gens qui théorisent, sont mis ensemble. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose. D'ailleurs, le manifeste en lui-même, c'est juste, ils racontent leur week-end. On s'est amusé, on a bien bu, on a mangé, on s'attendait à rien. Finalement, c'était pas mal, les gens étaient cool. Finalement, le manifeste, c'est ça. On a plus souvent tendance à penser que le manifeste agile décrit l'agile. Manifeste, manifesto, du latin qui dit énoncer clairement, rendre public. Mais finalement, le manifeste n'est rien qu'une pauvre histoire de week-end de ski entre collègues slash amis. Mais finalement,
ils se sont rendus compte que au lieu d'aller parler des détails et de comment on fait quoi que ce soit, bah, on va plutôt parler des valeurs et des principes et de la culture. Ils se sont dit, bah, quelle est la culture sur laquelle on veut travailler? Et les gens qui le connaissent un peu, savez, ce fondement sur la culture et les valeurs fera écho un peu avec ce que vous savez de nous. Mais effectivement, c'était la méthode de ces fondateurs, on va dire, de l'agilité telle qu'on la connaît actuellement. Et ces valeurs et cette culture-là, on aura le temps un peu de revenir dessus quand on continuera notre retour un peu aux sources. Euh, Redonner un sens au mot méthodologie, ne pas s'engouffrer justement dans les applications, mais garder la tête un peu, garder une certaine prise de recul, et puis se débarrasser de l'incompétence, parce que c'était un peu un constat commun de se dire, OK, nous on est en train d'essayer d'améliorer l'organisation de nos projets qui, au début des projets informatiques, avaient un taux d'échec phénoménal. Bah, on s'en débarrasse notamment en éliminant cette incompétence. Et comment éliminer l'incompétence? Bah, notamment l'incompétence dite l'incompétence dilbertienne, qui est un peu le fait de dire que dans des organisations, euh, oups, donc dans certaines organisations, les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, à savoir les managers. Donc c'est un peu la loi de dire que les gens sont promus à leur niveau d'incompétence. C'est un peu un corollaire de cette loi-là. Et du coup de se dire, ok, on a un système hiérarchique pyramidal de managers qui sont promus pour des raisons X ou Y. Comment nous, on peut aborder la chose différemment? Et en fait, ils abordent la chose par les compétences. Et du coup, ils identifient des rôles à qui ils s'associent des compétences. Et c'est comme ça qu'ils font vivre le projet par une agrégation de compétences avec un objectif commun, ainsi de suite. Là encore, ce sont des concepts qui font écho directement avec ce qu'on essaie de faire. Et donc, les principes, ce que je vous propose, c'est une lecture un peu primaire du texte. On va lire le texte, on va revenir aux principes. Quels sont les principes de l'agilité? Il y en a 12. On va les lire, on va essayer de voir. Le premier, c'est satisfaire en livrant régulièrement et rapidement de la valeur. Rapidement et régulièrement de la valeur. On ne parle pas ici de circonvolution, d'élégance, de quelque chose, de technique, de machin, de bidule. Il faut identifier la valeur, la livrer régulièrement et rapidement. Bien sûr, il en découle des choses qu'on fait aussi mécaniquement actuellement, qui sont de l'ordre d'automatiser des process, automatiser de l'infrastructure, des choses qui nous parlent nous au quotidien techniquement, mais ça répond directement à ce besoin de rapidement. Je veux rapidement et régulièrement. Donc, le second qui est très intéressant, qui est accueillir positivement le changement. En fait, j'aime bien le mot en anglais parce que le mot en anglais dit welcoming change. Du coup, ce n'est pas accepter, ce n'est pas tolérer, ce n'est pas approuver le changement. Non, c'est l'accueillir à bras ouverts. Et dans le accueillir à bras ouverts, l'effet qui se coule, c'est que les autres parties prenantes n'auront plus la boule au ventre quand il faut aller demander un changement. Non, c'est normal, c'est accepté, c'est souhaité. Parce que, toujours, rapide et régulier. Ensuite, on va dire livrer fréquemment un logiciel opérationnel. Donc ça, là, on continue, là, on précise un peu. Opérationnel. Il faut qu'il marche. Livrer des choses qui ne marchent pas ne sont pas agiles. Le opérationnel, effectivement, avec l'automatisation, l'opérationnel, du coup, automatiser les process, tester automatiquement, ce qui permet de, dès qu'on automatise, il faut tester. Dès qu'on automatise, il faut tester, garde-fou. Un peu toujours ce qui va avec l'automatisation. Les devs et le métier travaillent ensemble, et là on commence à voir un peu la notion de, ok, on s'abstrait un peu de la hiérarchie classique de, il faut un manager, parce que du moment qu'il y a des humains, il faut un manager pour manager les humains. Mais là on va dire, ok, on travaille ensemble, parce que on a des objectifs communs, qui sont rapides, réguliers, accueillir le changement opérationnel. Donc là on se met ensemble, on réalise les projets avec des personnes motivées, leur donner les moyens et la confiance. Donc là, on a à peine posé la base des principes de où est-ce qu'on veut aller et avec qui on veut le faire, que tout de suite on dit stop, constitue ton équipe. Pour aller plus loin dans les principes, il faut que les gens soient motivés. Il faut que tu leur donnes les moyens pour qu'ils y arrivent, et il faut que tu leur donnes la confiance. Donc là, on est déjà dans des principes qui sont assez forts en réalité. Quand en apparence, sont oui, il faut livrer, machin, mais en réalité, quand on a des gens qui respectent le contrat moral, en fait, on se met d'accord sur des choses qui sont fondamentales en réalité.
privilégier le dialogue face-to-face. Donc déjà à l'époque, ils n'avaient pas Teams et compagnie, machin, ils communiquaient par mailing list, d'ailleurs qui sont incroyables à lire. C'est des vrais bijoux d'histoire pour nos métiers. Les échanges entre ces gens-là, qui ont théorisé des concepts énormes. Et la mesure principale de l'avancement est un logiciel qui fonctionne. Donc on revient au logiciel qui fonctionne. Et donc ils ne disent pas la meilleure, la mesure principale de l'avancement, c'est une belle architecture de code ou une librairie super récente. Non, c'est un logiciel qui fonctionne. Après, qu'est-ce que ça veut dire un logiciel qui fonctionne? Là, je suis d'accord. Je pose la question. La suite des principes, donc on a mis en place qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, un peu comment on veut le faire, ben maintenant on continue sur comment on veut le faire. Il faut un rythme soutenable. Qu'est-ce qu'un rythme soutenable? C'est un rythme sur lequel on peut continuer théoriquement à l'infini. C'est-à-dire que ce n'est pas un rythme où on risque le burn-out. Ça ne veut pas dire que la vie du projet n'a pas des montées en charge ou des périodes plus light. Non, ça veut dire que bien sûr, quand il y a des besoins de monter en charge, on monte en charge, on répond. Quand ça va un peu mieux, on lève le pied. Mais il faut que le rythme global, constant, soit un rythme soutenable. C'est important. Et là, on commence à parler un peu de spécificité, de choses de notre métier. Parce que jusque-là, on avait des principes qui pouvaient s'appliquer à tous les métiers en réalité. Et là, on a l'excellence technique et la bonne conception renforcent l'agilité. Donc en fait, il y a, par exemple, dans la méthode Netflix, pour ne pas la citer, elle commence par la concentration de talent. Ce qu'il y a derrière la concentration de talent, bah, c'est l'excellence technique aussi. Pas que, mais aussi. Et là, on dit que pour qu'une agilité avec cette intelligence et cette profondeur fonctionne, il faut des gens bons. Motivés, oui, certes. Motivés, c'était très important. Là, on est plusieurs principes après. Après, ils nous disent, il faut qu'ils soient motivés. Et là, on nous dit, il faut aussi qu'ils soient bons. Que l'agilité puisse vivre, pour que ce concept un peu complexe puisse vivre. Il est essentiel de minimiser le travail inutile. Et c'est aussi, certes, c'est très difficile d'identifier qu'est-ce qu'un travail inutile, mais dans des méthodologies qui sont aussi abstraites, aussi larges, bah leur application, on le verra après, peuvent se retrouver à devoir trop processer, trop étapes, trop cadrer, parce qu'on a peur de l'intelligence humaine parfois, on a peur de laisser les gens faire. Il faut cadrer, il faut toute délégation, ce contrôle, un peu tous ces concepts-là, il en faut certainement, mais il ne faut pas que ce soit inutile. Il faut faire des choses il ne faut pas coder des choses inutiles, il ne faut pas livrer des choses inutiles, il ne faut pas mettre en place des architectures inutiles, il ne faut pas mettre en place des réunions inutiles. Après, l'intelligence aussi veut d'identifier ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Et c'est là où la méthode nous challenge quelque part dans sa mise en œuvre. Ensuite, les meilleures architectures émanent d'équipes auto-organisées. Et là, c'est souvent le principe qui est sorti par tous nos confrères, mes confrères, moi-même, les devs. C'est un peu ce principe-là qui donne un peu cette impression ou cette volonté de dev power. C'est pouvoir aux développeurs. Regarde, c'est écrit auto-organisé. Oui, les meilleures architectures émanent d'équipes auto-organisées. Dans l'équipe, et si on reprend, bah en fait, il faut que tout ce qu'il y a au-dessus marche pour que les meilleures architectures émanent d'équipes organisées. Il faut avoir le focus business, il faut livrer régulièrement. Il faut que le métier et les devs travaillent ensemble. Il faut qu'il y ait de la compétence technique. Il faut qu'on puisse livrer régulièrement. Il faut qu'on s'améliore. Et dans ce cas-là, bah quand l'équipe est organisée et qu'elle fait tout ce qu'il y a au-dessus, elle produit les meilleures architectures. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre comment dire, in a vacuum, dans l'absolu, tout seul. Et l'équipe réfléchit de manière régulière aux moyens de s'améliorer. Là encore, c'est l'amélioration continue, c'est le leitmotiv. Moi, je me dis, on veut faire un peu d'études sur la forme, que le principe a été laissé à la fin, pas parce que c'est le dernier, mais c'est plutôt pour boucler la boucle. On parle au début du principe les plus importants, livrer régulièrement, fréquemment de la valeur qui marche, et en boucle par on s'améliore. C'est pour ça que pour moi, un peu l'agilité, si on devait la résumer en 2 phrases, focus métier ou business, amélioration continue. Intelligence collective, absolument. Et donc là qu'on a repris les principes, un peu l'abstrait, les intentions, bah, qu'en est-il de la mise en œuvre? Et c'est là où j'aime bien le paradigme stratégie contre tactique. Donc là, on a vu la stratégie, on la revoit ici. Qu'en est-il de la tactique?
Bah, quand l'agilité dit les individus et leurs interactions sont très importants, Scrum répond, on fait des affinages pour échanger ensemble, discuter, améliorer les interactions. On fait des daily, tous les jours on se rencontre et on discute. Donc, individu, il y a d'autres aspects dans Scrum qui permettent à répondre à ces différents principes, mais cela saute un peu aux yeux. Quand l'agilité dit on veut des logiciels qui marchent, il faut que ça marche. Bah, Scrum répond objectif de sprint et revue, parce que dans la revue, il y a les parties prenantes métiers à qui on présente le travail qui est fait et on peut observer que ça marche. Les objectifs permettent aussi de vérifier que ce qu'on voulait faire est fait, et les objectifs de sprint permettent de s'assurer que ça marche à travers ce qu'on appelle des définitions de fait, definition of done. Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche? Ça veut dire que quand on le lance en assemblée par exemple sur l'environnement stable, que ce qui est censé être fait est fait. Encore de l'intelligence. La collaboration avec les clients ou avec le métier, bah, Scrum répond métier et tech, ils sont dans la même équipe. Dans la même équipe. Le PO, Scrum, parce que dans les principes, on ne parle pas de PO, on ne parle pas de Scrum Master, on ne parle pas de développeur, on ne parle pas de stand-up, on ne parle pas d'itération, de sprint, de machin. Des trucs qui sont structurants. Dès que tu parles à agilité, la première réponse c'est on fait des daily, on fait des sprints, machin. L'agilité ne dit rien de ça en réalité. Scrum répond comme ça à l'amélioration continue. Donc ce rythme, c'est un rythme pour répondre. Et d'ailleurs, c'est pas la seule moyen, pardon, c'est pas la seule manière de répondre à ces principes. Et donc, en mettant les métiers et le tech dans la même équipe, ça nous permet de garder cette collaboration, et d'ailleurs garder le focus métier aussi, le focus business, et l'adaptation au changement, qui est très important, le welcoming change, le accepter. On a la rétrospective, qui nous permet de faire des points réguliers pour avoir une vraie prise de recul sur ce qu'on a fait. La rétrospective qui est, je pense, dans Scrum, la cérémonie la plus complexe en termes de mise en œuvre, mise en place et intérêt, parce que dans la rétrospective, on veut que les gens parlent, on veut que les gens soient eux-mêmes, on veut qu'ils puissent s'exprimer et on veut qu'ils puissent dire les choses. Et donc en faisant, il faut créer ce qu'on appelle en anglais, encore un anglicisme, je m'excuse, un safe space, donc un espace, on va dire, sécurisant, si on veut, pour que les gens puissent s'exprimer. On y arrive relativement facilement quand les 12 principes sont respectés, encore une fois. Et la planification, c'est aussi un moyen de s'améliorer parce que lors de la planification, on peut prioriser. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment pour prioriser, mais on peut prioriser à ce moment-là. Et donc là, c'est un peu le nœud. Le nœud, c'est s'adapter, s'améliorer. Les méthodos agiles, donc les applications, que ce soit Scrum ou Kanban, elles sont toutes un peu d'accord sur le fait qu'il faille régulièrement, rapidement, opérer des changements et des choses. Donc, les itérations courtes, que ce soit des cycles hyper courts comme Kanban ou des cycles relativement courts comme Scrum, nous permettent de voir venir, de ne pas être trop longtemps nez dans le guidon. Si on veut automatiser régulièrement, livrer, on est obligé d'avoir un outillage technique performant, on est obligé d'avoir des livraisons automatiques, on est obligé d'avoir Pour livrer automatiquement, il faut qu'on fasse confiance dans ce qu'on livre, donc il faut tester automatiquement, donc il faut une bonne qualité de code, il faut une excellence technique qui était préconisée. Il faut des processus légers, parce que des processus légers sont mécaniquement plus simples à adapter, à faire évoluer. Et il faut sanctuariser la rétrospective, c'est un peu fait écho avec ce que je disais sur la rétrospective. Quitte à ne pas faire participer certaines parties prenantes dans des projets plus classiques, le chef de projet, le machin, bien sûr en intelligence, toujours, mais il faut la sanctuariser parce que c'est le nœud et c'est la clé de l'amélioration continue. C'est la rétrospective. Après ça, c'est une touche un peu personnelle, on va dire. Voilà. Et donc là, on arrive à la dernière partie, s'approprier la méthode. Bah là, si on est tout à fait au clair sur les intentions, sur les principes, les valeurs, le fondement de pourquoi on fait les choses, qu'on voit un peu comment le faire. Ça veut dire que qu'en faisant les choses, on revient systématiquement à pourquoi on veut les faire. Les intentions. Quelle est notre intention? Parfois, notre intention, c'est de ne pas tout à fait respecter ce qui est préconisé parce qu'on est conscient de la situation dans laquelle on est. Mais cela nécessite d'être
de s'être bien approprié, d'avoir appliqué et de maîtriser la méthode. C'est un peu ce qu'on aime dire chez Reboot, c'est pourquoi on crée des process, pourquoi on cherche à maîtriser les process. Bah, c'est pour savoir s'en détacher quand il faut, toujours en intelligence. Bien sûr, quand on met en place une méthode, le temps de se l'approprier, c'est toujours beaucoup plus simple de essayer de l'appliquer plus ou moins à la lettre, pas en mettant son cerveau au frigo, mais en essayant d'appliquer le plus possible à la lettre, en se documentant, et puis en itérant très rapidement sur la méthode elle-même. D'ailleurs ça, on reviendra dessus à la dernière slide. L'effort de pédagogie est important parce que quand on met en place ce genre de méthodologie, ce genre de philosophie, on a bien vu que c'est au-delà de daily, machin bidule, réunion, rétro, machin, c'est vrai, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que le chef de projet qui avant avait un peu un rôle dans une certaine organisation, bah maintenant il continuera à avoir la même visibilité, il continuera à avoir la même qualité différemment. Il faut emmener vers ça. Il faut mettre en place, il faut implémenter l'agilité comme si on implémentait un code de la manière la plus adaptée à l'organisation. C'est des choses qui se font, c'est des choses que j'ai faites et qui marchent très très bien quand on a un objectif commun et quand on a une direction commune. Revenir au principe et ajuster, c'est un peu, je me répète, mais en réalité c'est ça, c'est quand on adapte, on se dit ok, ça ne marche pas, pourquoi? Quelle est l'intention initiale? Comment nous, on peut l'implémenter et qu'est-ce qu'on cherche? Euh, et puis itérer sur la méthode parce que la méthode elle-même bouge, et puis itérer sur notre implémentation de la méthode, pardon. Parce que j'ai entendu que tu aimais itérer, alors je t'ai trouvé une itération dans ton itération. C'est le fameux mime. Et donc effectivement, c'est itérer, s'améliorer sur des process qui eux-mêmes sont itératifs. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que, absolument. Donc, est-ce que je peux faire une distinction entre méthodologie et méthode? Euh, Ah, oui, dans ce sens-là. Absolument. Donc là, par exemple, oui, effectivement. Bien sûr. Bah, effectivement, en fait, la méthodologie agile, donc on va dire, c'est le principe, c'est le socle, c'est le quadriciel, donc le framework, qui nous donne un peu les grandes lignes. Et il va s'appliquer d'une certaine manière, et son application sans les méthodes, à savoir Scrum, Kanban ou d'autres déclinaisons qui sont plus ou moins similaires. Et ces déclinaisons-là, quand elles ont été créées pour répondre au principe. Chacune répond au principe à sa manière. Kanban répond à livrer rapidement en créant un flux continu. Scrum y répond en créant des itérations courtes. Scrum, en général, dans la théorie, en tout cas, Scrum marche plutôt bien pour des projets qui ont des choses à faire qui sont assez définies, bien définies, où il faut dépiler. Quand on fait des itérations, on dépile un peu nez dans le guidon. Kanban répond mieux à des organisations où soit le travail est difficilement défini, ou que le travail arrive au compte-gouttes, comme par exemple un projet de maintenance. Le travail peut fonctionner très bien en Kanban, parce qu'on traite les tickets au fil de l'eau, là où quand il faut dépiler des choses à faire, bah on va plus itérer, découper. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, bien sûr. Oui. Donc le niveau, par rapport à l'excellence technique, le fait d'être bon, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'à quel niveau faut-il être bon pour être assez bon pour l'agilité, si j'ose, petite touche personnelle. Bon, dans l'absolu, bah là j'interprète le texte. Parce que là on est entre nous le texte. Le texte je le partage avec vous, je ne l'ai pas rédigé. Mais si je m'aventurais à interpréter, euh, bah, pour moi l'excellence technique est absolument liée à la partie
comment dire, motivation et équipe motivée, pour moi, c'est directement lié. Et il y a des niveaux, finalement, en général, les organisations agiles, les projets ont des besoins divers et variés. En général, on a besoin de compétences. Et les gens bons, c'est des gens qui répondent aux compétences qui sont attendues. Je parle de compétences exprès, je ne parle pas de rôle. Je ne dis pas, il ne faut pas un tech lead et un architecte et un machin. Si on a assez de personnes qui n'ont pas le Stumpfel tech lead ou architecte, mais qui ont l'expérience pour faire de l'architecture et qui ont le leadership technique et la veille pour faire le rôle de leadership technique, bah c'est bon, on a notre architecte et notre tech lead, même s'il ne s'appelle pas comme ça. Souvent, il s'appelle comme ça. Donc, pour répondre à la question, bah, assez bon, c'est assez bon pour le besoin du projet. Et c'est pour ça que le principe de constituer les équipes autour de personnes motivées, leur donner la confiance et les moyens, c'est la constitution de l'équipe. Et l'étape de constitution de l'équipe est une étape capitale dans la réussite de ce projet, cela va de soi. Oui, effectivement, il y a, je répète, lors de la planification de la revue, on mesure le temps, on regarde si on a atteint les objectifs ou pas, et c'est aussi un moyen de savoir a posteriori, parce que c'est vrai que j'ai répondu moi a priori, mais a posteriori de savoir est-ce qu'on est assez bon ou pas. C'est pour ça que la rétrospective doit être un vrai environnement où les gens peuvent se dire les choses, parce que c'est à ce moment-là qu'on est censé pouvoir dire que soit on n'est pas assez bon, pourquoi on n'est pas assez bon, comment on peut s'améliorer, est-ce qu'on peut s'améliorer, ainsi de suite. On a l'opportunité de le faire très fréquemment, et c'est là, absolument, positivement. Et c'est là aussi, parce que là on parle un peu de rôle, c'est là aussi où le rôle de Scrum Master est structurant, ou parfois c'est une personne de l'équipe qui peut le faire, pour garder le focus sur cette manière, cette positivité, cette objectivité, on va dire, et cet esprit de travail en équipe. Et du coup, moi, je peux poser une question. Vas-y. Mais est-ce que agilité rime avec flexibilité, du coup? Du coup, je vous pose la question. Et tu disais bien que j'avais pas répondu à la question. Bah, moi, j'ai besoin de la réponse à la question. Alors, est-ce que... Qui se mouille? Ben, la méthodologie. J'enlève le casque parce que j'ai le retour. La méthodologie, elle est. Tout le framework, justement, quadriciel, lui, est assez inflexible. Les principes restent les 12 principes et ils s'appliquent partout, mais les méthodes qu'applique l'équipe, ce qu'elle fait en réalité, elle, par contre, c'est flexible. On peut bouger, on discute. C'est justement le but des rétros, c'est le but de l'amélioration continue. C'est on peut changer nos méthodes, mais en gardant toujours en tête la stratégie, qui sont nos 12 principes qui vont nous permettre d'atteindre une forme d'excellence logicielle, une forme d'excellence d'exécution. Bah oui, absolument. C'est absolument l'idée. C'est que c'est une réponse de Normand. C'est oui et non. Mais en réalité, c'est que les principes euh, sont assez figés, en réalité. Il y a une notion, il y a un côté assez figé à l'agilité qui frustre d'ailleurs, souvent. Et il frustre beaucoup plus, d'autant plus quand on ne maîtrise pas les intentions et on ne maîtrise pas les objectifs. On est frustré de devoir faire des choses. Euh, Là où il faut faire attention, c'est que il faut faire attention à ne pas figer l'implémentation, la manière de faire, la mise en œuvre. Il ne faut pas la figer. Comme on ne fiche pas les priorités, comme on ne fiche pas les objectifs, avec intelligence bien sûr. Il y a toujours le welcoming change, mais le welcoming change, il vient après livrer régulièrement de la valeur. Donc si le fait d'avoir, par exemple, des parties prenantes ou une organisation qui change tellement d'avis qu'elle nous empêche de livrer de la valeur, bah dans ce cas-là, le change, le changement, va à l'encontre du fait de la priorité absolue qui est de livrer de la valeur. Donc c'est de rôle de toute l'équipe, de tout le monde, de lancer l'alerte. Attention. Mais si les changements sont raisonnables, s'inscrivent dans une logique business, client, métier, bah là, c'est le devoir de l'équipe, selon l'agilité, que de l'accepter et que d'être flexible sur ces aspects-là. Donc la flexibilité est sur la mise en œuvre au sens large, et comme disait très bien Johan, et la rigidité plutôt, elle est sur les intentions et les principes. Voilà.
En fait, effectivement, l'agilité, bien sûr, la question c'est l'agilité, est-ce qu'elle est venue en opposition avec les cycles plus classiques en V ou en cascade? Et est-ce que finalement c'est la bonne solution alors que les autres sont finalement des mauvaises solutions dans l'absolu? L'agilité, elle est venue effectivement un peu en opposition, mais je pense principalement parce que c'était les méthodes installées à ce moment-là. Elle est venue aussi, j'ai envie de dire surtout, pour répondre au taux d'échec phénoménal d'il y a 30 ans, j'allais dire il y a 20 ans, mais en fait il y a 40 ans peut-être, 40 ans plus tôt, du taux d'échec phénoménal des projets informatiques à l'époque. Parce qu'à l'époque, les projets informatiques, c'était des projets à des millions d'euros, principalement dans l'armement. Donc c'était ça les projets informatiques à l'époque, ou dans l'industrie, mais c'était à des échelles du pays. Et donc il y avait un taux d'échec énorme qui s'est résorbé avec comment dire, la réduction de la taille des projets. Mais pour répondre à la question, bah, pour moi, les méthodos répondent à un besoin. Donc il n'y a pas de méthodos qui sont bonnes dans certains cas, et il y a d'autres méthodos qui sont bonnes dans d'autres cas. Donc je reste convaincu que dans certains cas, les méthodos classiques vont pouvoir répondre à certains besoins. Je pense notamment à des projets qui sont normatifs, absolument. Quand on a une norme à descendre, entre guillemets, bah là, on n'a pas le choix. Après, effectivement, le cadre global peut être du waterfall. On peut itérer à l'intérieur de chaque morceau. On peut improviser, on peut innover. Je pensais aussi à des projets qui sont trop rigides, cadrés, par exemple des gros projets étatiques où on est dans un endroit particulier, où on a par exemple des projets de défense, où même le choix des prestataires, le choix du découpage du projet aussi, des objectifs d'obfuscation de la technologie. Donc dans ce cas-là, bah, on nous demande de faire A, B, C, on va faire A, B, C parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne sait pas à quoi sert A, B, C. Soit un sous-marin, soit une centrale, soit si ça se trouve c'est le code de verrouillage d'une porte de quelque part. Et donc dans certains cas comme ça, on ne pourra pas et ces méthodes qui sont évoluées, mais effectivement. Donc pour moi dans l'absolu, la réponse c'est ça dépend. Ils ne sont pas mauvais dans l'absolu, mais ils répondent à des besoins certains. Ok. Pas de questions. Bah écoutez, c'était trop bien. Ah, on a eu quand même pas mal de questions. C'est sympathique. Bah écoutez, si on a fait le tour, bah merci beaucoup pour votre attention et à un très prochain Let's Talk sur la chaîne Reboot Conseil.